Au programme de la semaine de l'écho, l'immigration, assiste-t-on à un tournant en Europe, un durcissement en tout cas. De plus en plus de pays prennent des mesures sécuritaires et répressives envers les demandeurs d'asile. Rien que ces derniers jours, Keir Starmer, le Premier ministre britannique, est allé à Rome chercher conseil auprès de Giorgia Meloni. La Première ministre italienne a réussi à réduire de plus de 60% les arrivées de migrants en 2024. Lundi 16 septembre, l'Allemagne rétablissait le contrôle aux frontières, contrôle aléatoire, mais contrôle tout de même dans un espace de libre circulation. Raison politique, attentat islamiste et montée de l'extrême droite. Mais peut-il y avoir un impact économique ? On en discute avant d'en venir à la situation française. Michel Barnier semble sur la même ligne. Le Premier ministre a jugé que les frontières étaient, je cite, des passoires. Il veut maîtriser les flux migratoires. Peut-on assister à un retournement de la politique migratoire en France ? Bonjour à tous et bienvenue dans la semaine de l'économie. Je vous présente tout de suite mes invités pour parler d'immigration et d'économie. Bonjour Catherine Mathieu. Bonjour. Vous êtes économiste à l'OFCE. Merci d'être avec nous. Bonjour Didier Lesky. Bonjour. Vous êtes directeur général de l'OFIINC, l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Et puis bonjour François Héran. Bonjour. Vous êtes démographe, sociologue et professeur au Collège de France. Merci à vous trois. On va peut-être commencer par un point langage défini. Le migrant peut arriver dans un pays légalement pour travailler, étudier ou illégalement. Il peut demander l'asile ou un titre de séjour. Alors, je me tourne vers vous, Didier Lesky. Quel est son statut à ce moment-là quand il demande l'asile précisément ? Alors, vous avez raison de dire qu'il y a des immigrations qui sont différentes. Il y a des personnes qui ont un droit acquis au séjour et qui viennent dans ce cadre-là. L'exemple type, c'est l'immigration familiale, mais vous avez les étudiants qui, en 2023, ont constitué la première filière migratoire en France d'immigration légale. Et puis, vous avez le demandeur d'asile, c'est quelqu'un qui arrive à la frontière par ses moyens, qui n'a pas encore un titre de séjour au sens où, dès lors qu'il sera inscrit comme demandeur d'asile, eh bien, il sera en situation régulière. Voilà les situations différentes. Et puis, il y a bien évidemment des personnes qui peuvent obtenir un contrat de travail et qui, du coup, viennent dans le cadre d'un contrat de travail, soit permanent, soit saisonnier. Merci pour ces précisions juridiques. On va passer à l'économie et à la politique. Et donc, le durcissement en Europe consiste à éviter cette migration clandestine. Deux pays qui se sont rapprochés dans cette optique, aussi parce que les migrants y débarquent généralement par bateau. C'est le Royaume-Uni et l'Italie. Keir Starmer est allé demander conseil à Giorgia Meloni. C'était lundi. Et tout ça vous est raconté par Cécile Galluccio. Politiquement, tous les opposent. Elle est d'extrême droite, lui de gauche. Qu'à cela ne tienne, c'est auprès de Giorgia Meloni que Keir Starmer vient puiser les recettes pour lutter contre l'arrivée de clandestins au Royaume-Uni. Nous avons discuté du défi que représente l'immigration clandestine. Vous avez réalisé des progrès remarquables. Les arrivées irrégulières en Italie par la mer ont diminué de 60% depuis 2022. Je suis donc heureux que nous approfondissions notre coopération ici. Nous avons parlé de l'accord Italie-Albanie, qui est une solution à laquelle le gouvernement britannique s'intéresse beaucoup. Mais alors, que prévoit l'accord Italie-Albanie ? Il s'agit de l'ouverture de 2 centres pour migrants dans le nord du petit pays des Balkans. Le premier sera destiné à enregistrer les demandes d'asile. Le deuxième est un lieu d'hébergement en attendant le traitement de leurs demandes. Ces centres, financés et gérés par Rome, pourront accueillir 3000 migrants arrivés en Italie par voie maritime. Pour Amnesty International, il s'agit purement et simplement d'une détention qui ne dit pas son nom. Ce à quoi la chef du gouvernement italien répond. Il me semble avoir largement expliqué que la juridiction dans les centres situés sur le territoire albanais est une juridiction italienne et européenne. Donc soit vous pensez que la juridiction européenne est une juridiction qui viole les droits humains des migrants, soit malheureusement cette accusation est sans fondement. Des réponses que Keir Starmer doit s'attendre à formuler s'il choisit de transférer les migrants vers l'Albanie. Déjà, sa visite à Rome suscite de nombreuses critiques au sein même de son parti. La députée Kim Johnson a dit regretter qu'il aille chercher des enseignements auprès d'un gouvernement néofasciste. Ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas grâce à l'accord Italie-Albanie que les arrivées clandestines en Italie ont baissé, puisque les centres ne sont pas encore ouverts.
Voilà pour le rapprochement Royaume-Uni-Italie. Je m'adresse à vous, François Héran. Alors, des progrès remarquables, ce sont les mots de Keir Starmer, mais outre ces centres de détention qui n'ont pas encore ouvert en Albanie, est-ce que l'Italie, quand même, peut être prise en modèle sur l'immigration ? L'Italie, c'est un cas très très curieux parce que d'un côté, effectivement, il y a cette réduction très nette des arrivées clandestines. En gros, en termes, c'est à peu près 70 000 personnes de moins en l'espace d'un semestre. Si on extrapole à toute l'année, ce serait donc 140 000 personnes de moins. Mais dans le même temps, l'Italie a lancé un programme de recrutement de 350 000 travailleurs étrangers. C'est l'immigration choisie, en fait. Oui, parce que, choisie, ils ont des besoins à tous les niveaux de qualification, notamment dans la construction, le tourisme, etc. Ce n'est pas uniquement des emplois très qualifiés. Donc, au total, le solde est quand même... Ça, c'est pas du tout ce qui se passe en Angleterre. Donc, mais c'est pour dire, venez légalement. Oui, et ce qui alors, le débat en Italie, c'est que une partie des personnes qui, effectivement, faute de voie légale, passaient comme ça à la frontière clandestinement, vont pouvoir maintenant postuler aux 350 000 emplois offerts par l'Italie. Alors, c'est bien de passer de l'illégalité à la légalité, c'est évidemment un progrès, mais en termes de contrôle de l'immigration et de nombre, c'est quand même très surprenant. Est-ce que ça ne crée pas un appel d'air, justement, l'annonce de ces contrats disponibles ? C'est pas un appel d'air, c'est un appel tout court. L'appel d'air, ce serait des dispositifs dont on pourrait démontrer qu'ils attirent alors qu'ils avaient d'autres objectifs, etc. Là, c'est directement un appel. De la même façon que Angela Merkel, en son temps, avait fait un appel, avait appelé les migrants à s'installer. Oui, c'est vrai, on viendra au cas de l'Allemagne plus tard. Catherine Mathieu, vous êtes spécialiste du Royaume-Uni. Est-ce que le problème elle-même au Royaume-Uni, on voit que Keir Starmer s'est rapproché de Giorgia Meloni. On sait qu'au Royaume-Uni aussi, on réagit vivement à une attaque au couteau qui a eu lieu au mois d'août et qui a tué 3 fillettes. Ça, c'est de l'émotion, mais quel problème vraiment cherchent à résoudre les travaillistes ? Alors, je pense qu'il faut faire attention à ne pas faire d'amalgame. Dans le cas britannique, il y a depuis des années une immigration clandestine qui arrive par la Manche et on voit pratiquement tous les jours des images de ce que les Britanniques appellent les petits bateaux. Ces bateaux de fortune avec des drames à répétition, des morts. Keir Starmer arrive au pouvoir après les conservateurs qui avaient un slogan « Stop the boat », arrêter les bateaux. Il se trouve dans cette situation où il a bien conscience que ces arrivées de bateaux et ces morts dans la Manche, c'est quelque chose dont il faut prendre compte. Et il va voir Giorgia Meloni. Alors c'est là que ça devient effectivement, comme le dit le reportage, assez étonnant qu'ils choisissent d'aller parler à Giorgia Meloni. Mais il y a un point commun entre le Royaume-Uni et l'Italie, ce sont ces arrivées de bateaux par la mer, auquel l'Italie aussi est confrontée. Donc sur cet aspect-là, je comprends qu'ils discutent avec d'autres pays. Après, sur la question des centres de rétention, ça devient beaucoup plus délicat, parce qu'on peut rappeler que le gouvernement précédent de Rishi Sunak avait mis en place un plan pour envoyer les immigrés clandestins au Rwanda et que tout de suite, les travaillistes avaient dit quand on arrivera au pouvoir, on ne mettra pas en place cette politique. Donc ça a abandonné, mais d'un côté, les centres, l'externalisation en tout cas des centres de détention, ça semble intéresser. C'est surtout la question qui se pose. On critique souvent les gouvernements britanniques depuis plusieurs années en disant qu'ils ne savent pas traiter les demandes d'asile. Et que c'est pour ça qu'on a un certain nombre de personnes qui essayent de franchir la Manche dans ces conditions terribles. Et donc, en fait, il faut que le gouvernement aujourd'hui trouve une façon de traiter ces demandes d'asile. Est-ce que c'est en mettant en place des centres de demande d'asile, de traitement de demandes d'asile dans d'autres pays ? Quelle est la bonne formule ? Je pense que Keir Starmer essaye de trouver une formule qui soit correcte. Sur l'externalisation, je reviens à vous, Didier Leschi, de la gestion justement des demandeurs d'asile en dehors des frontières. Donc vous gérez pour la France, mais l'immigration et l'intégration dans un office gouvernemental. Est-ce que vous pensez que c'est tenable, cette politique d'externalisation, et quel coût et quel bénéfice économique d'ailleurs ? Alors il y a des situations différentes. En fait, le modèle italien, et j'ai du mal à voir comment il peut s'appliquer à l'Angleterre, c'est de prendre les personnes dans les eaux internationales avant qu'elles arrivent dans les eaux italiennes et de les emmener
en Albanie, ce qui est juridiquement, je dirais, possible, enfin, sous réserve peut-être du contrôle des juges, mais c'est dès lors que les personnes rentreraient dans les eaux italiennes, ça devient beaucoup plus compliqué de dire on les envoie en Albanie. La deuxième chose, c'est effectivement la question du traitement de la demande d'asile en Albanie, avec se pose la question du recours possible, puisque en Italie comme en France, il y a un office qui va examiner en première intention, et puis il y a un recours juridictionnel possible, et là, on a une interrogation sur comment ça se passe. Mais en ce qui concerne l'examen de l'asile aux frontières, le pacte migratoire qui vient d'être adopté et qui sera mis en vigueur en Europe, asile et immigration. Voilà, à partir de 2026, eh bien, a entraîné des discussions entre une quinzaine de pays sur l'idée d'avoir des centres aux frontières de l'Europe, pas dans des pays extérieurs, mais aux frontières de l'Europe, où il y aurait un partage entre les personnes en fonction de l'origine déclarée par ces personnes. Est-ce qu'elles viennent de pays sûrs, pas sûrs, et donc avec un examen rapide de la demande d'asile, avec cette fiction entre guillemets juridique, qui est qu'elles seront physiquement sur le sol, elles pourraient être physiquement sur le sol européen, sans être juridiquement rentrées en Europe. D'une certaine manière, c'est ce qu'on fait nous, ce qu'on appelle l'asile aux frontières. À Roissy, c'est exactement ce qui se fait. Tout ça est assez complexe parce qu'il y a quand même des recours possibles, il y a un cadre général du droit, et en particulier du droit des conventions qu'a signé la France ou l'Italie, en plus du droit européen, qui fait que tout ça est juridiquement complexe. Alors, en ce qui concerne l'Angleterre, il y a avec qui peut coopérer l'Angleterre? Oui, mais il y a quelque chose d'autre qui explique le fait qu'il soit allé en Italie. C'est le type de personnes qui arrivent en Italie. Il y a beaucoup de Bangladais ou beaucoup de personnes qui viennent des pays traditionnels de l'immigration anglaise et qui passent par l'Italie, qu'après qu'on peut retrouver à Calais, par exemple. Et donc, ils ont un intérêt, je dirais, d'ordre public à ce que les flux diminuent par l'Italie, mais nous-mêmes, Français, on y a intérêt, parce qu'on a une partie de cette immigration qui débarque en Italie, qui après va jusqu'à Calais et essaye de passer on va revenir à ce problème de frontières, mais d'abord, François Héran, pourquoi le Royaume-Uni est-il si attractif pour les migrants et pour ce type de migrants, justement, dont parlait Alors, il est en principe attractif, mais ma voisine pourra peut-être en parler mieux que moi. D'abord, il y a la question de la langue, que parlent beaucoup de gens à travers le monde, alors que la France, de ce point de vue-là, a un côté un peu répulsif, si j'ose dire. Après, il y a l'organisation du marché du travail, mais je vous laisse en parler, qui est assez particulière, sans doute plus lâche que chez nous. Voilà, mais il y a aussi des besoins de l'économie tout à fait analogues aux nôtres. Ce qu'il faut dire à propos de l'Angleterre, c'est que les small boats, enfin toute la politique de Rishi Sunak et de l'actuel, c'était d'essayer de diminuer leur nombre. Leur nombre n'a pas diminué. Il faut savoir que qui s'occupe de contrôler la frontière, c'est les Français. Il y a depuis plus de 30 ans maintenant une série d'accords internationaux, alors ça porte des noms différents, et rien n'y fait. Le nombre des traversées continue d'augmenter. Cette année, 20 000 traversées à la moitié de l'année. On retrouve les niveaux de 2023 et de 2024, alors que les efforts financés largement par la Grande-Bretagne sur le sol français, il faut aller voir. C'est des clôtures barbelées d'une hauteur extraordinaire, c'est des quantités de capteurs, de drones, etc. Oui, là encore, il y a quelques jours, après ces drames qu'on a vus, Gérald Darmanin, donc ministre démissionnaire de l'Intérieur, est venu dire qu'il fallait que le Royaume-Uni finance encore plus. Il allait demander de l'argent. Alors, il finance déjà énormément. Et donc, si vous voulez, c'est un problème très important dans l'ensemble de l'Europe. Les Anglais sous-traitent le contrôle de leurs frontières aux Français. Nous, on aimerait bien que les Italiens fassent la même chose avec nous. Les Italiens voudraient bien que les Tunisiens fassent de même pour eux. Les Tunisiens que les Libyens, etc. Donc, il y a une série de défausses en cascade qui, comme par hasard, va du nord au sud et pas en sens inverse. Et c'est ça la situation. Mais ce qu'il faut dire, je crois, sur l'Angleterre, qui est fondamental, c'est que de toutes les grandes nations européennes, c'est celle qui a accueilli le moins de demandeurs d'asile. Au moment de la crise de 2015-2016, ils n'ont rien fait. La courbe est restée complètement plate. Et quand vous regardez les données d'Eurostat, c'est incroyable. Ils ont accueilli encore moins que nous. Est-ce que vous êtes d'accord, Catherine Mathieu, sur l'accueil? Partiellement. Si on prend par exemple l'accueil des réfugiés ukrainiens, le Royaume-Uni a fait plus que la France. Le Royaume-Uni accueille aussi les personnes de Hong Kong qui demandent à venir au Royaume-Uni depuis la baisse des libertés
qui s'amplifie à Hong Kong. Et donc, on a une immigration importante en termes je parlais des demandeurs d'asile qui viennent du Proche-Orient. Les Syriens, les Irakiens, etc. On est à peu près à 100 000 personnes par an qui arrivent au Royaume-Uni. Et le Royaume-Uni a une politique très dynamique en matière d'accueil de l'immigration. A mis en place, en particulier, parce que je pense qu'il faut vraiment distinguer l'immigration clandestine et l'immigration officielle, et le Royaume-Uni en particulier depuis le Brexit de 2016 a mis en place un système d'immigration qualifié avec des niveaux de salaire minima selon les différentes activités, selon les différents secteurs, et à une immigration choisie qui est assez importante. On est à plus de 500 000 personnes qui sont arrivées pour des raisons de travail cette année, et ça n'arrête pas de... Chaque année, on le voit. Il y a énormément de l'enregistrement de la demande d'asile. Oui, mais vous voyez, quand on voit... La Grande-Bretagne enregistre très très peu de demandes d'asile, mais vraiment... C'est-à-dire qu'ils intègrent des travailleurs qui vont... Rapporté au nombre d'habitants, c'est vraiment un des chiffres les plus faibles de toute l'Europe. Et ceci depuis 2015, et ça continue. Donc, et en même temps, ils ont fait le Brexit pour se débarrasser de la migration polonaise, hongroise, slovaque, etc. Non, ils ont fait le Brexit, vous direz les Brexiteurs, pour reprendre le contrôle. Et d'où leur système, après, d'immigration choisie. Non, mais c'est pour ça que la reprise de contrôle aussi pose un certain nombre... Enfin, elle pose de toute façon un certain nombre de problèmes. Mais franchement, quand on voit l'évolution du marché du travail britannique, qui est un marché du travail très flexible, et quand on voit toutes les arrivées de travailleurs de tous les pays, de nombreux pays du monde, en particulier de pays d'anciennes colonies britanniques. Bien sûr, c'est plus facile si vous arrivez d'Inde, du Pakistan, du Bangladesh, de postuler au Royaume-Uni parce que vous connaissez déjà la langue, parce que vous êtes familier avec le système culturel britannique. Et on voit vraiment une intégration très rapide des travailleurs au Royaume-Uni, en particulier dans le secteur de la santé. Et il reste, il reste. C'est vraiment, il y a une demande, il y a une forte demande, il y a un marché du travail britannique qui est tendu, même si on peut discuter de la façon dont on mesure les taux de chômage, on voit bien que dans certains secteurs, il y a des tensions, et donc en particulier dans le secteur de la santé, par exemple, en particulier dans l'agriculture. Alors dans la santé, on manque d'infirmières, on manque de médecins. Dans l'agriculture, on ne trouve plus personne pour aller récolter les framboises et les fraises, et on accueille des personnes qu'on paye vraiment à des salaires très faibles et qui travaillent dans des conditions très difficiles. Donc ce marché très flexible britannique, il accueille parce qu'il est très pauvre aussi et qui garde ces populations dans une certaine précarité. Bien sûr. Et si on en revient juste une minute au sujet de la frontière, donc la frontière commune qui, après les accords du Touquet en 2003, se trouve côté français. Donc c'est à la France de gérer les flux et les départs. Quel est le coût de ces centres qui sont donc côté français, qui les prend en charge, et est-ce que la France dit vrai quand il manque de l'argent ? Ça, je pense que peut-être Didier Deschi saura mieux que moi. Les accords, me semble-t-il, sont à peu près de 200 millions par an. On est à peu près dans ces montants-là. Actuellement, c'est ce que verse le Royaume-Uni à la France. Je ne sais pas si ça couvre exactement toutes les dépenses. Peut-être... Côté ministériel, office gouvernemental, qu'est-ce qu'on dit ? Non, mais ça ne peut pas couvrir toutes les dépenses. Par ailleurs, l'idée et la politique publique menée là-bas, c'est d'inciter les personnes à déposer l'asile en France, ce qu'elles ne souhaitent pas pour beaucoup d'entre elles, donc à les héberger ou les proposer des centres d'hébergement, ce qu'elles font en partie, mais en réalité, elles les quittent très vite parce que les passeurs sont là et leur disent, voilà, tel jour, telle heure, on va essayer de passer. Mais je crois que c'est important de rappeler que la majorité de l'immigration en Europe est d'abord une immigration légale. Et effectivement, l'Angleterre, le Royaume-Uni, c'est un grand pays d'immigration légale. Entre 2022 et 2023, c'est plus d'1 million de personnes qui sont rentrées. Et là, c'est 500 000. De ce point de vue-là, c'est plus que la France. Il faut bien comprendre cela. L'Allemagne, en termes d'immigration légale, c'est plus que la France. Le problème de l'ensemble de ces pays, c'est en plus l'immigration illégale qui trouble les opinions publiques. On va y venir, parce que vous parliez de l'Allemagne. Comme disait François Héran, oui, de l'Allemagne, mais ou je ne sais pas si c'est vous qui l'avez dit, mais l'ensemble des pays s'orientent vers de l'immigration choisie. Parce que, par exemple, l'Italie, dans les décrets flus, comme ils disent, decreto flus, eh bien, ils choisissent les nationalités. Et parmi l'objectif de 450 000 travailleurs, il y a plus de 100 000
titres de séjour qui sont réservés à des Ukrainiens qui en réalité sont déjà là. Et donc pour en faire de la longue durée. C'est pour ça que les choses sont un peu complexes. On va en venir justement au sujet de l'Allemagne, parce que vous parliez d'immigration illégale. Cette semaine, l'Allemagne a également durci le ton. Les frontières sur son côté ouest, dont celles avec la France, seront également contrôlées. Celles de l'Est l'étaient déjà. Alors c'est temporaire pour le moment, et c'est censé répondre donc au risque de terrorisme islamiste et de criminalité. Qu'est-ce que ça donne sur le terrain? Regardez ce reportage des équipes de France 2. Comme un retour au siècle dernier, avant l'espace Schengen. Depuis minuit à la frontière allemande, comme ici près de Strasbourg. Bus vers Budapest. Besoin de renfort. Ces policiers procèdent à des contrôles aléatoires, décision du gouvernement allemand pour les 6 prochains mois. Déjà la semaine dernière, ces automobilistes en craignaient les conséquences. Je roule déjà 1 heure tous les jours, donc si je dois encore passer un quart d'heure ou une demi-heure de plus dans les bouchons, ça fait des longues journées. Ah, ça risque d'être plus long, effectivement. D'autant que les usagers de la route ne sont pas les seuls concernés. Nous contrôlons également les bus longue distance. Nous surveillons aussi le trafic ferroviaire transfrontalier, ainsi que le tramway à son arrivée à Kehl. Depuis plusieurs mois, l'Allemagne avait déjà rétabli des contrôles à ses frontières à l'est et au sud. Désormais, les contrôles s'étendent aussi à tous ses voisins, dont la France donc. Si le chancelier Olaf Scholz a pris une telle décision, c'est d'abord en raison de l'actualité politique outre-Rhin. Au début du mois, l'AfD, le parti d'extrême droite allemand, réalisait une percée historique aux élections régionales. Au même moment, ou presque, un attentat à Solingen faisait 3 morts et 8 blessés, une attaque revendiquée par le groupe État islamique. Et en 2015, Angela Merkel a ouvert les vannes. L'Allemagne a la première accueilli une vague de migrants venus de Syrie, d'Irak, d'Afghanistan. En gros, 1 million de personnes sur plusieurs années. Aujourd'hui, François Héran, quel bilan peut-on tirer de l'intégration de ces immigrés? Alors, je voudrais d'abord dire que Angela Merkel n'a pas ouvert les vannes. Lorsqu'elle fait son fameux discours du 30 août 2015, il y a déjà 400 000 entrées qui ont été réalisées. Elle fait simplement une projection, on me dit qu'il y en aura 800 000 dans l'année. Elle accompagne le mouvement, elle ne l'a pas déclenché. Ça, c'est très important. Oui, il y a eu justement un appel d'air. Par contre, ce qu'on a su beaucoup plus tard, quand elle a eu son doctorat honoris causa à Harvard, c'est Sigmar Gabriel, le vice-chancelier, l'ancien vice-chancelier qui a raconté ça. Le cabinet allemand, à l'époque, délibérait sur savoir est-ce qu'il ne faudrait pas construire un mur à la frontière de l'Allemagne. Et ils étaient en train de décider de construire un mur. Elle s'y est fermement opposée et elle a dit à Sigmar Gabriel, écoute, je vais peut-être devoir partir, mais jure-moi que jamais nous ne construirons un mur. J'ai moi-même vécu la destruction d'un mur, ça m'a ouvert complètement les horizons de ma carrière. Il n'est pas question que je construise un mur. Donc ce qu'a fait Angela Merkel en 2015, ce n'est pas d'ouvrir les vannes, c'est d'empêcher la construction d'un mur. C'est ça la vérité historique. Après, il y a eu effectivement des chiffres considérables, mais ce qui est important, c'est de voir qu'il y a déjà eu un changement de cap radical en Allemagne. Au printemps 2016, en fait, déjà dans son discours, Wir schaffen das, nous allons y arriver, déjà dans son discours, elle évoque le fait qu'il va falloir signer avec la Turquie un accord pour tarir les flux à la source. C'est déjà dans son discours Wir schaffen das. Et elle le fait quelques mois plus tard, et à ce moment-là, les flux venant de Turquie vont être divisés par 4 ou 5 en quelques mois. Donc ça a marché. Et c'est autre chose que de faire un mur, c'est d'essayer de tarir le flux à la source. C'est une autre stratégie. Ça a marché, attendez, ça a marché pendant plusieurs années. Et puis ensuite, progressivement, notamment à cause des besoins qu'ils ont, à cause aussi d'une politique juridique qui est assez spéciale, et les chiffres se sont remis à progresser. Et aujourd'hui, l'Allemagne reste un des pays qui, de loin, bien devant l'Angleterre, enregistre le plus grand nombre de demandes d'asile et accorde le plus grand nombre de décisions positives de protection. Mais est-ce que ça marche l'intégration de ces migrants? Alors justement oui, globalement, les Allemands ont un système d'intégration qui est beaucoup plus fort beaucoup plus solide que nous, en particulier parce qu'à la différence de ce que font les Français, lorsqu'un immigré ou même un clandestin arrive en Allemagne, il est aussitôt capté par le système, aussitôt dirigé dans les différentes régions du pays en fonction d'un plan de distribution que la France a imité quelques années plus tard. Et
Alors que je me souviens que j'avais une étudiante qui avait fait une thèse comparant ce qui se passait en France et ce qui se passait en Allemagne. En France, très souvent, il faut des mois et des mois avant que les personnes soient récupérées par le système et correctement traitées. En Allemagne, c'est quasiment immédiat. Et il y a, comment ça se passe ? Attendez, et l'intégration, je termine là-dessus. La base de l'intégration en Allemagne, c'est l'enseignement de la langue. Ils ont mis le paquet sur l'enseignement de la langue beaucoup plus tôt que nous. D'ailleurs, lorsque le Parlement français a institué, a élargi les enseignements de langue, c'était en grande partie sur le modèle allemand. Donc, très très tôt, les Allemands se sont intéressés à un facteur absolument essentiel d'intégration, qui est l'apprentissage de la langue. Donc des travailleurs qui parlent allemand, mais est-ce qu'on ne peut pas parler d'un échec quand même de ce modèle quand on voit la morosité de l'économie et de l'industrie allemande en ce moment? Donc il y a évidemment d'autres causes, la baisse de la demande chinoise, la crise énergétique, mais finalement, est-ce que l'Allemagne ne paie pas aussi justement les pots cassés de l'ère Merkel et de cette humanité, de cet accueil quand même des migrants exceptionnels par rapport aux autres pays d'Europe dont elle a voulu faire preuve, et aujourd'hui, son économie ne va pas si bien. Catherine Mathieu. Aujourd'hui, l'économie allemande va surtout mal parce qu'elle a une spécialisation industrielle qui n'est pas adaptée. Toute cette industrie lourde qui consomme beaucoup d'énergie, qui a beaucoup souffert de la hausse des prix du gaz et du pétrole depuis l'invasion russe en Ukraine. Oui, mais les travailleurs migrants se sont peut-être justement destinés à cette industrie. Et aujourd'hui... Les travailleurs migrants sont surtout arrivés dans les secteurs des services ou, effectivement, dans l'industrie, dans des secteurs peu qualifiés. C'est un peu difficile de répondre à votre question de façon courte. Quand on voit la situation en Allemagne aujourd'hui, bien qu'on ait une économie qui n'a pas de croissance, qui a des secteurs industriels qui sont en panne, voire en franche récession, il y a toujours un marché du travail qui reste très tendu parce qu'il y a une démographie allemande qui fait que depuis des années, il y a eu très peu de naissances en Allemagne. Pourquoi les Allemands aujourd'hui font toujours appel à de l'immigration? C'est parce qu'ils vieillissent, ils ont peu de jeunes, ils ont peu d'adultes et ils ont besoin d'une main-d'œuvre, toujours plus besoin d'une main-d'œuvre. Et d'ailleurs, monte un débat en Allemagne en disant qu'on va peut-être devoir relâcher cette contrainte, que je pense positive, sur le fait que les immigrés apprennent la langue allemande pour pouvoir faciliter l'arrivée d'immigrants en Allemagne. Donc on a cet aspect démographique qui est très, très fort, alors qu'en fait, l'économie allemande est en très mauvais état. Oui. Est-ce que, Didier Lesky, peut-être, est-ce qu'on peut connaître les capacités d'accueil d'un pays selon son économie? Comment un pays fait pour estimer combien de migrants, d'immigration il a besoin? Écoutez, son économie. Ça, je ne sais pas en termes d'économie, mais c'est aussi une question sociale. C'est-à-dire qu'on voit bien ce qui se passe en Allemagne, c'est la montée du prix des logements, donc une difficulté à loger les personnes parce qu'en plus, il y a eu plus d'1 million d'Ukrainiens qui sont rentrés en Allemagne. Donc on a des difficultés sociales, mais se rajoutent en plus, je crois, en Allemagne, des situations différentes en fonction des régions. D'une certaine manière, l'Allemagne, globalement, est en train de payer la manière dont elle a intégré, ou si ce n'est absorbé, l'Allemagne de l'Est, c'est-à-dire le développement d'une situation sociale extrêmement difficile pour les personnes de l'Est. Les 3/4 du foncier de l'Allemagne de l'Est sont propriété de gens de l'Ouest. Les prix ont considérablement monté. Il y a eu beaucoup de chômage. Les personnes sont obligées de partir à l'Est. Et donc, il y a des tensions qui se sont créées. Il y avait en Allemagne de l'Est des acquis sociaux, de fait, même si c'était une dictature, bien qui n'ont pas été retrouvés après l'unification avec l'Allemagne de l'Ouest. Oui, c'est une Allemagne divisée. Et se rajoute, je pense, quelque chose qu'il faut bien comprendre, et, à mon avis, qu'il faut avoir en tête et qui explique peut-être en partie, au-delà des questions économiques, et sur les capacités d'absorption, qui sont des capacités d'absorption sociale et culturelle. On a une minorité, et en Allemagne comme on peut l'avoir en France, de personnes qui manifestement ne sont pas suffisamment intégrées pour ne pas avoir des discours qui remettent en cause l'identité démocratique de l'Allemagne. Et c'est ce qui s'est passé là, avec un certain nombre de manifestations après le 7 octobre. Et c'est pour ça, du reste, que l'Allemagne vient de faire évoluer son droit de la nationalité et dit on ne peut être allemand que si on reconnaît que l'Allemagne a eu une responsabilité particulière dans l'extermination des Juifs et si on reconnaît le droit d'Israël d'exister. Parce que c'est l'identité démocratique de l'Allemagne qui est en jeu. Et elle peut être remise en cause par des groupes
minoritaire et avoir une capacité d'intégration majoritaire. On va passer à la partie française parce qu'il faut aussi qu'on en parle. L'actualité politique est chargée en ce moment. On parlait de l'Allemagne avec ce rétablissement des contrôles aléatoires aux frontières. 77% des Français sont favorables au rétablissement des frontières selon un récent sondage du JDD. Donc on va passer au cas de la France. Alors on ne sait pas encore précisément quel tournant politique on va prendre la politique migratoire en France. On sait que le Premier ministre s'est exprimé. Il a parlé de passoire. Il veut rétablir les flux migratoires. Si on fait le constat de l'immigration en France, immigration illégale, immigration légale, à quoi fait référence Michel Barnier dans le rétablissement, la maîtrise des flux migratoires même Michel Barnier ne dit pas passoire, il dit sentiment de passoire. Non. En 2021, lors de la primaire LR, il avait bien dit nous sommes. Et il a répété ça il y a quelques jours. Mais Bruno Retailleau le dit aussi, la droite LR le dit en permanence. Non, la France n'est ni une forteresse ni une passoire. Nous sommes dans une situation intermédiaire. Et si vraiment nous étions une passoire, alors l'OFII devrait disparaître puisqu'il ne sert à rien. Enfin, je veux dire, il me semble que quand même il sert à quelque chose. Donc, je tiens à mon poste. Voilà. Donc, non, mais ce sont des grands mots, ça. Ce sont des mots faits pour faire peur aux gens, pour mettre à soi. Oui, mais ce ne sont pas de véritables analyses. Lorsqu'on regarde l'augmentation de l'immigration en France, et le meilleur critère, c'est quelle est la part de la population immigrée en France. Parce que c'est la résultante de tout. C'est la résultante des entrées, des sorties, des décès. Quand on regarde l'augmentation de la part des immigrés dans la population française, eh bien, elle augmente, elle progresse. Mais dans le monde entier, l'immigration progresse. Dans l'Europe entière, elle progresse. Alors, beaucoup moins, pas dans les pays d'Europe centrale, parce que ce sont plutôt des pays d'émigration. On voit bien que c'est eux qui migraient notamment vers l'Angleterre avant le Brexit, et maintenant plutôt vers l'Allemagne. Mais donc, la France a un taux de progression de l'immigration qui est assez continu, assez constant, qui est inférieur à la moyenne européenne. C'est plutôt du 40% depuis l'an 2000 que du 60%. Et nous ne sommes absolument pas le pays qui a le plus grand record d'entrée de population immigrée. Mais qu'est-ce qu'on peut dire du profil des migrants qui arrivent Alors, le profil a beaucoup évolué. Pendant longtemps, c'était un profil qui était assez peu éduqué parce qu'il venait de nos anciennes colonies, parce que nous avions cette filière algérienne qui est liée à la colonisation. Lorsque les Algériens émigrent, c'est à 90% vers la France, alors que les Marocains se dispersent entre l'Espagne, la France, les Pays-Bas, etc. Mais toutes les enquêtes qui sont régulièrement faites, notamment par l'INSEE, grâce à l'enquête emploi notamment, qui est annuelle, montrent que le niveau d'éducation des personnes qui entrent en France, y compris venant du Maghreb, de l'Afrique de l'Ouest, ne cesse de progresser. Et le cas le plus problématique, c'est celui des mères de famille, par exemple du Maghreb, qui n'ont pas d'éducation. Mais maintenant, les enquêtes nous permettent de montrer que leurs filles, une génération plus tard, font un progrès absolument énorme dans l'éducation. Donc il y a une intégration par l'éducation qui est énorme. Et puis surtout, ce que je voudrais dire, c'est ce que l'INSEE et l'INED ont montré dans une très belle enquête conjointe, Trajectoire et Origine, qui a eu le droit de poser des questions non seulement sur la trajectoire des individus, celle de leurs parents, mais aussi celle de leurs grands-parents. On constate qu'il y a 31% de la population française qui est soit immigrée, soit enfant d'un ou deux immigrés, soit petit-enfant. Oui, ça c'est quand on élargit vraiment mais 31%, alors que certains ont dit, mais vous vous rendez compte que fait le gouvernement, nous sommes remplacés, etc. Mais dans le même temps, la même enquête, la même source nous dit que seuls 5% ont leurs 4 grands-parents immigrés. Et ça, c'est le rapprochement de ces deux chiffres est fondamental et il permet de dire que les populations se rapprochent. Elles ne se séparent pas. Elles se rapprochent et il y a des unions mixtes, un brassage des populations. Dès la première génération, ça commence, ça s'amplifie à la seconde génération et ça devient considérable à la troisième génération. Donc, il faut tenir... Quand j'entends dire comme ça régulièrement, y compris par des commentateurs qui ont pignon sur rue, mais il n'y a pas d'intégration, il y a très peu d'intégration. Non, on a des éléments structuraux. Mais est-ce qu'il faut aller vers plus d'immigration choisie en France ? Non, mais la difficulté, elle peut être sociale à un moment donné. Plus de 30% des immigrés en France, pris globalement, vivent en dessous du seuil de pauvreté. Mais quand on regarde certaines nationalités, on peut arriver jusqu'à 47-48% des pays extra-européens. Donc c'est ça la difficulté. La deuxième difficulté, c'est l'effet de concentration. On peut prendre par exemple en Île-de-France,
quand la Seine-Saint-Denis se crée dans les années 60, elle est le 7e, 8e département en termes du nombre d'immigrés. Aujourd'hui, c'est le premier département métropolitain en nombre d'immigrés, avec des concentrations très fortes auxquelles s'accentuent accentuées par du chômage, hein, puisqu'on a l'étude de l'OCDE qui vient de sortir et qui montre qu'en 2020, près d'un immigré sur 2 extra-européens n'était pas en situation d'emploi. Et donc, nous, on a une crise spécifique de l'intégration qui est liée à la perte de nombreux emplois industriels à partir des années 80, et ça s'est accentué. Et ça, c'est le côté officiel, mais on sait qu'il y a aussi un côté officieux. En France, le problème, c'est qu'on a beaucoup de travailleurs qui ne sont pas régularisés et qui bien sûr, finalement mais dans une situation, par exemple, on parle beaucoup de cela dans le bâtiment, mais on a une crise du bâtiment, de la production de l'immobilier. Donc ça influe sur le... C'est dans beaucoup de secteurs, mais ça veut dire qu'il faut continuer ça ou il faut avoir une politique de régularisation sur la capacité de ces secteurs à prendre des personnes pour les mettre en emploi. C'est pareil aujourd'hui dans la restauration. On peut rajouter par exemple des emplois tertiaires de type les caissiers, les caissières, où on a une automation qui fait perdre des milliers d'emplois. On parle actuellement d'une crise de l'automobile à cause du développement de l'automobile électrique chinois. Ça va avoir un impact extrêmement fort sur l'emploi. Et la situation d'emploi était un facteur majeur d'intégration. 1936, c'est un grand moment de l'intégration des immigrés en France parce qu'ils participent de lutte sociale. On peut y rajouter 1947 dans l'industrie automobile. Eh bien, la perte de ces bastions ouvriers, eh bien, c'est une perte des capacités d'intégration. Mais aujourd'hui, ils sont dans la restauration. Mais la restauration, c'est pas collectif. Voilà. On a eu la grande époque des serveurs de la République espagnole qui faisaient des manifestations parce qu'ils étaient encadrés par la Confédération nationale du travail anarchiste. Mais aujourd'hui, dans les restaurations françaises, la syndicalisation est beaucoup. Je voulais dire que c'est important de rappeler au passage qu'effectivement, si on avait une politique du logement active, il faut toujours rappeler que ce sont les immigrés qui construisent les logements. Dans le bâtiment. Et donc nous avons besoin de logements, certes, mais nous avons aussi besoin d'immigrés pour les construire. Donc en fait, on ne peut pas du tout se passer d'immigrés, nous. Dans le bâtiment, c'est pas possible. C'est un secteur où il est donc impossible de s'en passer. Donc est-ce qu'on ne devrait pas faire de l'immigration dans le choisie tourisme, sur certains pareil, dans secteurs pénuriques aussi. Enfin, on a dans la confection, etc. On a quand même quelques grands domaines où, voilà, mais notamment le bâtiment. Et donc pourquoi pas une politique mais écoutez, la loi Darmanin avait un volet tout à fait intéressant qui a été complètement rejeté, notamment par Bruno Retailleau, chef de la majorité LR au Sénat, qui était de l'irrégularisation et qui consistait à dire qu'il faut intégrer la circulaire Valls, qui est une circulaire qui recommandait certains critères de régularisation au préfet. Il faut l'intégrer dans la loi. Il ne faut pas que ça dépende de l'arbitraire des employeurs ou des préfets. Et il faut que désormais on puisse, sur des critères définis par la loi, régulariser normalement. Ça a été rejeté violemment. Et pourtant, les patrons le demandaient. Et c'est tout à fait dommage, parce que ça, c'est une solution d'avenir. Et Catherine Mathieu, je vous laisse réagir et je vous poserai après une question sur le coût et les bénéfices de l'immigration. Ah oui, moi ce que je souhaiterais dire, c'est qu'il ne faut pas oublier que, tout à fait dans la poursuite de ce que vous avez dit, Didier Lesky, c'est qu'on a aujourd'hui une situation, si je compare par exemple la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni, où pour certaines populations, les ouvriers, les classes, les employés, qui se sont retrouvés à perdre leur emploi au cours des 30 ou 40 dernières années, qui ont du mal à trouver un logement, qui voient qu'on réduit les prestations sociales, qui voient qu'on leur dit tous les jours, ça c'est vrai en France et comme au Royaume-Uni, il y a des déficits publics importants, il y a une dette publique importante, il faut qu'on diminue les dépenses sociales. On voit en même temps qu'il y a une pression sur le logement social, les gens n'arrivent pas à avoir un logement. Enfin, il y a toutes ces pressions-là qui sont là et qui créent sur le plan social forcément des tensions entre les différentes populations. Et ce qu'on a vu en Allemagne dans les résultats des votes, ce qu'on voit en France dans les votes avec la montée des partis d'extrême droite, ce qu'on voit aussi au Royaume-Uni, ça forcément, ça prend ses racines dans ces éléments-là. Et on peut parler du coût, du coût contre les bénéfices de cette immigration. On a certains partis politiques, notamment l'extrême droite, qui parlent d'un coût de 35 à 40 milliards de l'immigration. Est-ce que vous démontez ces chiffres Ça n'est pas moi qui les dément, mais enfin, il y a les études qui ont été faites par l'OCDE, par le CPI, mais alors quel est le véritable bénéfice ou est-ce qu'il y a le montre qu'en réalité, le coût pour le budget d'État, la protection sociale est à peu près neutre. C'est plus ou moins 1%, un point de PIB.
Et donc, pourquoi? Mais parce que nous coûtons tous à la société quand nous sommes jeunes, nous lui rapportons quand nous sommes à l'âge actif et nous lui coûtons à nouveau quand nous sommes vieux. Bon, les immigrés, c'est pareil, sauf qu'ils sont spécialement concentrés dans les âges actifs. Et donc, même s'ils ne contribuent pas beaucoup par tête, ils sont concentrés dans des âges actifs qui font qu'au total, le rapport est tout à fait correct. Et voilà. Je voudrais faire remarquer que les estimations qu'on voit tout le temps, qui consistent à dire 50 milliards, 40 milliards, etc., elles prétendent prendre en compte la seconde génération. Par exemple, elles disent qu'il y a 15% d'élèves enfants d'immigration, ils sont pourtant nés en France. Oui, c'est pour ça qu'on a fait une définition on va dire que c'est 15%. On va dire que c'est 15%. On va dire que c'est 15% du budget d'éducation, et puis on essaie de faire la même chose avec une clé de répartition de ministère. Oui, donc on fait dire aux chiffres. Et c'est complètement farfelu parce que... Pour finir la réflexion... Non, mais je voulais dire que le problème, c'est que ça revient à se demander ce que coûte un quart de la population aux 3 quarts restants. Si on remonte d'une génération, ce que coûte un tiers de la population. Oui, non, ça ne fait pas avancer le problème. Pour finir la réflexion, quelle solution peut-être pour résoudre à la source les départs? Est-ce qu'il faut plus d'échanges commerciaux avec les pays dont les migrants sont d'origine? Écoutez, en ce qui concerne les pays de départ, je pense qu'on a perdu la réflexion critique sur un certain nombre de dirigeants de pays de départ, et qu'il y a des pays de départ, qui en particulier de l'autre côté de la Méditerranée, qui sont des pays riches, mais le partage de la richesse se fait aux dépens des jeunes et aux dépens d'une partie des classes moyennes qui préfèrent passer ici. Et avec nous, une facilité, j'allais dire presque une politique post-coloniale. L'exemple type, ce sont les médecins. Je veux dire, on ne paye pas leur formation, on les fait venir ici. En même temps, on a empêché des jeunes d'accéder aux études de médecine 30 secondes ici. Pour terminer. Et donc, du coup, le coût social de tout ça, c'est absurde. Bien sûr, on a besoin de médecins, mais le coût social et le coût symbolique de tout ça, fait qu'on peut avoir des réactions extrêmement violentes d'une part de la population. Il faut le comprendre. Merci beaucoup. Merci à vous trois. C'est déjà la fin de cette émission. Didier Lesky, vous étiez directeur général de l'OFI, Catherine Mathieu, économiste à l'OFCE, et François Héran, professeur au Collège de France. Voilà, cette émission est terminée. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez sur notre antenne. L'information continue.